Bobo Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, sécurité. Le curé de Djibo a été enlevé dimanche par des hommes non identifiés alors qu'il revenait d'une messe célébrée à Sergue Soma. Présidentielle de 2020 au Burkina, de nombreux défis sont à relever, parmi eux la sécurité. Pour en parler, nous recevons comme invité aujourd'hui le professeur Albert Ouedraogo, enseignant-chercheur en littérature orale et membre de la société civile. Procès du putsch de 2015, l'audition des témoins a repris ce matin avec l'expert en sécurité informatique Younoussa Sanfo. Enfin, à l'international, un déserteur de l'armée malienne proche de Agar-Gali est derrière l'attaque de Dioura dans le centre du Mali qui a fait une vingtaine de morts côté soldats dimanche. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Cela dit, le curé de Djibo a été enlevé dimanche après-midi alors qu'il revenait d'une messe célébrée à Sergue Soma, a appris Radio Omega de sources locales. Ce rapt intervient quelques jours après celui de 2 enseignants de la circonscription d'éducation de base de Djibo, kidnappés dans la matinée du lundi 11 mars dernier par des individus armés non identifiés alors qu'ils regagnaient Djibo sur une moto. Nous poursuivons ce journal pour parler politique à présent. Les partis libéraux du Burkina Faso, composés entre autres de l'ADF, RDA et de l'UPC, ainsi que d'autres partis politiques, partis d'opposition, comptent faire front pour les élections de 2020. Pour ce faire, des concertations déjà démarrées et une stratégie sera adoptée afin de mettre plus de chances de leur côté pour faire face au parti au pouvoir, le MPP. L'annonce a été faite ce matin par les présidents de l'UPC et de l'ADF-RDA au cours d'une conférence de presse. Une conférence qui a également permis de faire le point de la 15e Assemblée générale du réseau libéral africain tenue à Marrakech au Maroc du 7 au 9 mars dernier. Durant cette rencontre, Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, a été élu au poste de président délégué du réseau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Présidentielle de 2020, toujours, le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur appelle les Burkinabés résidant hors du pays à se mobiliser pour se doter de leurs documents de vote. Et les acteurs politiques affûtent leurs armes pour les élections de 2020. Cependant, de nombreux défis sont à relever pour des élections apaisées et acceptées de tous. Pour les identifier et proposer des solutions afin de les relever, le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, a organisé jeudi dernier un dialogue démocratique. Pour l'un des communicateurs, Régis Zougmori, expert électoral et président des compétences électorales africaines, l'un des défis majeurs est de créer une unité sacrée autour des questions liées à la patrie. Il s'exprime au micro de Abdel Fattah Vatiem Touré. Nous avons décliné 8 défis majeurs et nous avons dit que la CENI même est un défi puisqu'il faut la stabiliser, il faut renforcer les capacités et nous sommes également allés jusqu'à interpeller les politiques pour qu'ils cessent effectivement, j'allais dire, ces mesquineries. Et nous avons rappelé que pour ce qui concerne la patrie, il faut vraiment créer une union sacrée. Et c'est en cela qu'on doit se connaître vraiment burkinabé. Et nous pensons que s'ils insistent toujours de continuer sur ces pages, ils montrent eux-mêmes la limite de leur capacité de contribution. Ça veut dire qu'on est en fin de cycle. Donc il faut changer alors le jeu politique. Et à notre niveau, en tant que technicien, nous pensons qu'il faut maintenant aller vers qu'est-ce qui va amener l'électorat burkinabé, ça veut dire burkinabé de l'intérieur comme de l'extérieur. Qu'est-ce qui va nous amener à aller massivement voter? Quelles sont les conditions pour que nous puissions identifier le programme politique qui va vraiment régler nos attentes? C'est de ça il est question au fond. Mais nous disons, c'est le même pays et nous devons travailler ensemble à gagner ces défis-là. Et raison pour laquelle il faut vraiment féliciter le CGD pour avoir anticipé ces réflexions. Adama Kéré, vice-président de la CENI, a rassuré que tout est mis en œuvre pour que les élections se tiennent à bonne date, malgré la crise interne et les retards observés. Depuis que nous avons pris fonction à la CENI, nous avions un calendrier, nous avions des échéances électorales et nous travaillons à ce que les élections en 2020 se tiennent donc à bonne date et que ces élections-là fournissent des résultats assez satisfaisants et acceptés de tous. C'est vrai qu'il y a des incompréhensions de temps en temps à la CENI. Et sachez que dans une structure comme la CENI, tant que des acteurs peuvent se parler, il y a toujours espoir. Effectivement, on est un peu en retard au regard de l'acquisition du matériel
que nous devrions avoir pour nous permettre de dérouler notre programme. Mais sur le temps, je pense que c'est quelque chose qui peut être rattrapé. Sur le même sujet, vous entendrez le professeur Albert Ouedraogo, autre panéliste. Il est l'invité de la rédaction. La Constitution sera adoptée par voie référendaire, c'est ce qu'a indiqué jeudi le président de la Commission constitutionnelle, Maître Ali Ouedraogo, à l'issue d'une audience que le président du Faso lui a accordée. Pour bon nombre de citoyens bobolais, la voie référendaire sera budgétivore. Écoutez quelques réactions au micro de Antoine Bonnet. Ça fait partie de la démocratie. C'est nous-mêmes qui l'avons voulu ainsi. Mais maintenant, si ça doit être budgétivore au niveau de l'État, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à essayer de revoir. Ils ont réaffirmé que ce n'est pas référendum. Que ce n'est pas référendum. Bon, ça c'est l'avis du président. Sinon, ils n'ont qu'à demander aussi les partis politiques et leurs avis, la population, leurs avis. Parce que par référendum, là, ça sera budgétivore pour un État. Déjà, nous, avec les terroristes, on se cherche. Voilà, on est à l'approche des élections. Et par voie de l'Assemblée, moi je pense que ça sera mieux, très avantageux même pour l'État. Moi je suis pour, mais on n'a pas besoin de faire un référendum selon moi. Non, on a encore passé ça à l'Assemblée simplement, puisque tout le monde était pour ça. Au lieu de dépenser encore, faire des élections, moi je pense que par la voie parlementaire, ils n'ont qu'à adopter ça là-bas et puis c'est fini. Roch, en tout cas, moi je lui fais confiance. Parce que ce que les autres n'ont pas pu faire pendant 27 ans, bon, en tout cas, le peu, 30% là, en tout cas, lui, il a pu réaliser ça. Bon, mais on sait que dans le pays là, bon, il y a certaines choses, mais un truc comme ça. Bon, ce qu'eux voient, nous on ne voit pas. Bon, peut-être eux voient quelque chose là-bas qui, bon, peut arranger tout le monde. Selon vous, c'est bon? Moi je vois qu'il n'y a rien à dire, on peut passer. Ce que nous on veut seulement, c'est la paix dans le pays. Justice avec le procès du putsch. L'audience a repris ce matin avec la suite de l'audition des témoins. Ce matin, l'expert en sécurité informatique Younoussa Sanfo est à la barre pour son audition. Après les événements du 16 septembre 2015 et jour suivant, le tribunal militaire s'est attaché ses services pour l'expertise des appareils des présumés putschistes. Elvis Nadou est en ligne. Elvis, bonjour. Bonjour Daniel. Qu'est-ce qui ressort du témoignage de l'expert en sécurité informatique Younoussa Sanfo? Alors juste avant Daniel, vous l'avez dit, contrairement aux jours, semaines et mois passés où nous avons vu se succéder à la barre soit des accusés ou des témoins, nous avons aujourd'hui donc Younoussa Sanfo, ingénieur informatique, expert en cybersécurité et en investigation numérique, qui comparaît justement en qualité d'expert et dont l'expertise, vous l'avez dit, a été sollicitée donc pour les besoins de l'enquête du dossier. Dès sa prise de parole, l'expert a dans un premier temps rappelé la mission qui lui était assignée. En tout cas, nous avons appris de lui qu'il avait pour mission donc de récupérer toutes les informations supprimées ou chiffrées sur des supports ou périphériques technologiques, entendez par là téléphone, portable, ordinateur et autres. Et nous avons également appris de lui que son travail a porté sur au total 72 supports sur lesquels il a pu extirper, retracer et mis à la disposition de la justice des milliers de messages échangés en rapport avec le dossier. Le parquet, pour sa part, est allé jusqu'à féliciter l'expert qu'il a qualifié même de génie pour le travail qu'il a abattu, avant d'être suivi dans la même logique par la partie civile, dont la voix a été portée premièrement par Maître Guy Hervé Cam. Pour Maître Cam, pour lui, débat sur l'expertise de Youn Sanfo, puisqu'elle fait polémique. Il ne devrait plus en avoir, puisque toutes les parties ont été informées dans les règles de l'art, sauf que aucune d'elles n'a émis le souhait d'une contre-expertise. Ceci étant, Youn Sanfo reste toujours à la barre, et lorsque nous quittions la salle, la parole était donnée donc aux avocats de la défense. Merci à vous, Elvis Nadou, pour ce point. Et nous poursuivons. Après une première phase, le projet décentralisation à la participation citoyenne et à la cohésion au Burkina Faso vient de passer à sa deuxième phase qui est soutenue à hauteur de 12 milliards de francs CFA par la coopération suisse. Le lancement de cette phase 2 du DEPAC a eu lieu jeudi à Ouagadougou. Alice Thoman est la représentante de la direction de la coopération suisse au Burkina Faso. Elle est au micro de Elvis Nadou. La coopération suisse, dans le cadre de ce programme d'appui à la décentralisation et la participation citoyenne, va accompagner 30 collectivités territoriales du Burkina Faso pour renforcer la gouvernance locale, pour mettre en œuvre des pratiques
politique de redevabilité et aussi pour construire un certain nombre d'infrastructures qui améliorent l'accès des hommes et des femmes aux services de base et qui améliorent les activités économiques. En outre, la coopération suisse fait une contribution au fonds fongible, au fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, qui permet d'étendre l'appui à la construction d'infrastructures à l'ensemble des collectivités territoriales du Burkina Faso. C'est avec enthousiasme que le secrétaire du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale accueille cette deuxième phase. Écoutez Pierre Bikaba. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, nous disons que nous sommes satisfaits en tout cas des résultats qui ont été donc produits par la phase 1. La phase 1 a permis donc à un certain nombre de collectivités de bénéficier donc de l'accompagnement de la coopération suisse. La participation citoyenne a été améliorée à travers les jeunes, à travers les femmes. Donc nous pensons que la phase 1 a atteint des résultats assez satisfaisants. C'est pourquoi nous accueillons avec enthousiasme la phase 2 du départ. La coordination régionale du SINATEB, syndicat national des travailleurs de l'éducation de base du Centre-Ouest, a tenu son 7e conseil syndical à Koudougou les 15 et 16 mars dernier. Au cours de cette rencontre, les participants venus des provinces du Sanguier, de la Sicile, du Ziro et ceux du Boulkiemde ont dénoncé certaines pratiques de leurs camarades enseignants dans les classes, la gestion des fonds alloués aux circonscriptions et la volonté du gouvernement, selon eux, de remettre en cause les libertés des populations. Kofi Randi est le coordinateur régional du SINATEB et est au micro de Sabouna Ouedraogo. Ça nous a permis de faire l'état des lieux de l'offensive que le pouvoir actuel prend, qu'on tente de remettre en cause des acquis arrachés par les travailleurs, on tente de remettre en cause des libertés politiques, syndicales, on tente de réprimer des populations qui sont en mouvement pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a le cas de Nafona, le cas de Koukoufanou, ainsi de suite. Nous avons trouvé qu'il était bon, au regard de la situation actuelle, de travailler à l'éveil des consciences pour parvenir à une transformation véritable de la société. Nous avons aussi condamné certains comportements d'enseignants dans les écoles, la vente des places. On expulse des élèves parce que les parents n'ont pas payé leurs cotisations. On retient même des cahiers. Nous sommes revenus aussi sur la gestion des circonscriptions d'éducation de base. On reste à Koudougou où les acteurs de la commande publique de la LONABé, l'autorité nationale burkinabé, ont séjourné du 11 au 15 mars pour s'approprier les nouvelles procédures en matière de marché public. Objectif pour une société qui collecte des fonds publics, améliorer entre autres la transparence dans la passation des marchés publics et la bonne gouvernance. Écoutez à cet effet Léandre Setego, le directeur des ressources humaines de la LONABé. Nous avons initié cette formation avec l'aide de l'ARCOP, qui est l'autorité de régulation de la commande publique, pour nous montrer tous les points nécessaires pour mener à terme un marché public. Et il y a eu des changements qui sont intervenus il y a quelque temps, donc il y a des nouveaux dossiers. Ça nous a permis aussi de voir de quoi est composé ce nouveau dossier et de pouvoir nous y adapter. Après la formation, ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs parlent le même langage. Parce que là, je vous disais tantôt qu'il y a des recommandations qui ont été prises, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements même au sein de notre structure. Ça va changer. Les recommandations, il y a la communication entre la direction chargée des marchés publics et les bénéficiaires du processus, de la désignation du fournisseur, de la date de démarrage des travaux, alors que c'était fait en vase clos. Et puis la période de canicule s'annonce avec son lot de difficultés, notamment les délestages. Pour faire face à cette situation, l'opérateur de la téléphonie mobile Onatel SA apporte une bouffée d'air frais aux patients du centre psychiatrique de l'hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso en leur offrant un groupe électrogène de 100 kV. La remise du don a eu lieu samedi. Antoine Boni pour le compte rendu.
Et ce groupe électrogène de 100 kVA vient mettre fin à la souffrance des malades du centre psychiatrique de l'hôpital Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Fini les délestages dans ce centre pour les malades mentaux. Ce don est l'œuvre du réseau mobile Onatel, d'un coût d'environ 20 millions de francs CFA. Ce groupe électrogène fait déjà la joie des bénéficiaires. Gustave Sanou, directeur général du centre universitaire hospitalier Soro-Sanou. C'est bientôt la canicule avec ces multiples délestages. Et tous les habitants de cette zone géographique du Bobo-Dioulasso peuvent témoigner de la précarité de la fourniture d'électricité à tout instant. Voilà pourquoi c'est donc qui témoigne aussi de votre solidarité, nous va droit au cœur. Vous devez comprendre que votre acte restera gravé dans nos mémoires. Avec ce don, Onatel SA répond à un cri de cœur du personnel, selon son directeur général, Mohamed Naïmi. La santé est une affaire de tous. C'est pourquoi Onatel apporte sa contribution par l'installation d'un groupe électrogène sonorisé au profit de l'hôpital Soro-Sanou. Entreprise donc citoyenne, Onatel répond par ce geste à un cri de cœur du personnel soignant suite au déficit énergétique auquel l'hôpital est confronté. Notre geste est certes modeste, toutefois c'est pierre après pierre que l'on bâtit un édifice. Et c'est le lieu pour le ministre de la Santé d'inviter d'autres sociétés à en faire de même. Léonie Claudine Louguet. Je voudrais encourager d'autres sociétés à prendre à cœur leurs responsabilités sociales afin de venir en aide au département de la santé. Besoin urgent de 2 tables d'anesthésie et de 6 moniteurs de surveillance du bloc neurologie et de spécialités chirurgicales. Ce sont entre autres difficultés que rencontre toujours l'hôpital Soro-Sanou. Et l'entreprise Onatel promet examiner la demande. Antoine Boni, Bobo-Dioulasso, Radio Omega. À l'international, le bilan de l'attaque d'un camp de l'armée malienne dans le centre du pays s'est alourdi. 21 militaires maliens tués, des blessés et des disparus. Dans un communiqué, les forces armées maliennes accusent un déserteur de l'armée d'avoir dirigé cette opération qualifiée de terroriste. Il s'agit de l'ex-colonel Ag Moussa alias Bamoussa Diara qui a rejoint dès 2012 les rangs des groupes armés proches du djihadiste Iyad-Agali, chef du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Déserteur de l'armée malienne, de l'armée régulière en 2006, avant de revenir dans les rangs, il quitte une nouvelle fois les forces en 2012 pour rallier la coalition des groupes armés opposés aux troupes régulières maliennes. Cap à présent, la Côte d'Ivoire, lors d'une audience du procès du putsch de 2015, le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Sy, président du Conseil national de transition à l'époque, déclarait que Guillaume Soro a reconnu l'authenticité de ses échanges téléphoniques avec Djibril Bassolé. L'entourage de l'ex-président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas manqué de réagir en apportant un démenti catégorique au propos de l'ex-président du CNT. On fait le point avec Ange Kakou, notre correspondant sur place à Abidjan. Lors d'une audience du procès du putsch de 2015 à Ouagadougou, le ministre burkinabé de la Défense Chérif Sy, président du Conseil national de transition à l'époque, a accusé Guillaume Soro d'avoir reconnu l'authenticité de ses échanges téléphoniques avec Djibril Bassolé. Du côté d'Abidjan, la réaction ne s'est pas fait attendre. Sur les antennes de nos confrères de RFI, Moussa Touré, le porte-parole de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est monté au créneau pour apporter un démenti formel. J'observe que Chérif Sy parle d'une rencontre qui aurait eu lieu en octobre. En octobre, Guillaume Soro n'était pas à Paris, il était plutôt en décembre. Ensuite, il dit, toujours devant le tribunal, et donc étant sous serment, il dit que Guillaume Soro, à Paris, lui aurait envoyé son chargé de communication pour ne serait-ce que l'entreprendre. Le chargé de communication de Guillaume Soro, c'est votre serviteur, j'étais avec lui à Paris, et il n'y a jamais, je dis bien, jamais eu de tentatives d'approche de M. Chérif Sy par moi ou par quelqu'un d'autre. Il démentirait cela que je serais heureux d'entendre le lieu, le jour où moi j'aurais appelé ou vu Chérif Sy. On ne peut pas être ministre des armées d'un pays, aller sous serment devant un tribunal et raconter des éléments qui sont contraires à la vérité. C'est grave pour l'éthique, c'est grave pour la fonction, c'est grave même pour la nature des relations entre nos deux pays. C'est regrettable. Pour rappel, quelques semaines après l'échec du coup d'état du général Gilbert Diendéré et de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, mi-septembre 2015 au Burkina Faso, de présumées écoutes téléphoniques ont été divulguées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Leur contenu est explosif. 2 hommes dont les voix s'apparentent à celles de Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, et Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, discutent d'un plan de soutien aux putschistes du RSP. Ange Kakou, Abidjan pour Radio Omega. L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est le professeur Albert Ouedraogo, enseignant-chercheur en littérature oral et membre de la société civile. Il était l'un des panélistes du dialogue démocratique organisé jeudi par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD sous le thème Défis et enjeux des élections de 2020. Interrogé par Abdul Fattah Vatiem Touré, le professeur Albert Ouedraogo identifie 3 défis majeurs à relever et s'exprime sur le passage à la 5e République. Pour lui, la voie parlementaire reste la plus appropriée et la plus sage. Bonjour professeur. Bonjour. Vous avez identifié lors de votre intervention au cours du dialogue démocratique des défis liés aux élections de 2020 au Burkina. Quels sont-ils? Les élections à venir sont des élections cruciales pour la consolidation de la démocratie au Burkina. Mais ce sont des élections à haut risque, si on peut s'exprimer ainsi, parce que nous avons décelé 3 défis majeurs. Le premier défi est d'ordre sécuritaire. Le Burkina, depuis 2014, est dans l'œil du cyclone du terrorisme. Et si bien qu'aujourd'hui, il y a comme une sorte de psychose qui s'est emparée un peu des populations. Le deuxième défi est, de mon point de vue, celui lié au vote des Burkinabés de la diaspora. Vous savez, comme un serpent de mer, c'est un projet qui, chaque fois qu'il avance, continue de reculer. Les hommes politiques se sont révélés être pas des hommes de parole. Plusieurs fois, cette disposition légale de notre loi électorale est allègrement bafouée. Bon, cette fois-ci, le président Roch en a fait la promesse et jusque-là, nous n'avons pas de motifs de penser que ça va en être autrement. Quelque part, vous avez dit que la classe politique burkinabé fait preuve d'hypocrisie. Absolument. Moi, je ne me fie plus aux paroles. Je me fie aux actes. Chacun dit qu'il est d'accord pour le vote. Mais quand il va soulever le nombre de montagnes qu'il faut surmonter pour aller au vote, vous vous rendez compte qu'en réalité, il voudrait vous dire « Ah, laissez tomber ». Je dis non, aucun vote ne se fait dans des conditions idéales. Commençons, même s'il n'y a que 3 millions, même s'il n'y a que 250 000 Burkinabés de l'extérieur qui votent, c'est déjà un pas. Il y a un troisième défi. Et puis le dernier défi est celui malheureusement concernant les conflits personnels à l'intérieur de la CENI. C'est un conflit qui peut être facilement surmonté si les officines politiques n'alimentent pas la défiance des commissaires vis-à-vis de leur président. Parce qu'en réalité, tout se passe comme si les partis politiques en arrière sont les donneurs d'ordre. Et c'est dommage parce que les commissaires de la CENI devraient avoir une fidélité et une adhésion à l'institution et avoir un devoir d'ingratitude vis-à-vis de leur parti. Nous avons vu lors de ce débat-là certains qui soulignent par exemple le fait qu'un certain camp peut utiliser cette situation sécuritaire-là pour prétendre ne pas pouvoir organiser des élections. L'autre camp qui pense qu'il y en a qui veulent prétexter de cela pour dire que ceux qui sont là ne sont pas capables. Chacun rejette la balle sur l'autre. En fait, ça c'est le jeu politique. Chacun cherche à feinter l'autre pour pouvoir scorer et avoir le pouvoir. Donc par conséquent, ils ne sont pas là pour aider les autres à rester au pouvoir. Ils ne sont pas là aussi pour aider les autres à venir au pouvoir. C'est de bonne guerre. L'essentiel est qu'on ne franchisse pas le Rubicon et qu'on sache que le plus grand intérêt, c'est la quiétude, la paix des Burkinabés et que les luttes politiques ne doivent pas transformer les Burkinabés en ennemis, en adversaires les uns pour les autres parce qu'après les joutes électorales, il y a le vivre ensemble qui doit être privilégié. Ces élections de 2020, qu'est-ce que ça représente en termes d'enjeux pour la démocratie burkinabé? Le premier enjeu, c'est pour le parti majoritaire d'essayer de conserver le pouvoir d'État. Deuxième enjeu, que ceux qui ont perdu le pouvoir à la faveur de l'insurrection et surtout de la loi Chérif qui a fait que certaines personnes ont été exclues, voudraient revenir parce qu'ils ont le sentiment que c'est une injustice qui leur est faite. Et puis bon, il y a encore d'autres qui ont travaillé à pourrir la situation parce qu'ils se sont mobilisés, ils ont battu le pavé, le macadam pour montrer qu'ils sont contre la modification de l'article 37 et qui ont ferraillé fort et ont mobilisé la population au point qu'on pensait que aux élections de 2015, ils seraient les grands bénéficiaires et ils en ont été floués. Donc ceux-là aussi sont intéressés. Et puis bon, il y a la grande masse des Burkinabés qui estiment que 2020, ce serait l'occasion enfin d'avoir une élection inclusive qui va permettre à tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, quelle que soit leur chapelle politique, de s'exprimer pour qu'on ait enfin un président qui serait
issue des urnes à travers la délibération du peuple, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. L'autre enjeu également, c'est de consolider la démocratie, de montrer que au fur et à mesure, la démocratie s'enracine au Burkina et que bientôt, nous aurons des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Il y a l'adoption de la nouvelle constitution qui est l'un des points d'achoppement au niveau du débat politique. Finalement, ça va se faire par référendum. Une année et quelques mois qui s'annoncent assez mouvementés. Quel est pour vous le meilleur scénario pour le calendrier électoral d'ici à 2020? Moi, je ne sais pas s'il y a un meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est de commencer tout de suite afin de ne pas se retrouver à courir après le temps. Concernant l'adoption de la nouvelle constitution, quand moi je regarde la situation nationale, quand je regarde la situation sécuritaire, quand je regarde les problèmes financiers, je ne suis pas pour l'adoption de cette constitution par voie référendaire. Parce que je crois que c'est trop d'argent à gaspiller pour un résultat qui est déjà connu à l'avance. On devrait utiliser ces ressources-là à faire autre chose. La voie parlementaire me semble la mieux indiquée et la plus sage. Merci, professeur. C'est tout pour ce journal. Merci à Ilias Ouedraogo pour la mise en onde. À vous, merci de votre aimable attention.